Mardi 2 septembre 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva. Dans les actualités de ce jour, les craintes du Croatoir et des deux soldats Sakalav ont quitté Antananarive en direction d'Ambik dans la région Ménabé. Aujourd'hui, une cérémonie leur a été dédiée aujourd'hui au mausolée d'Avaradjambouitsen avant le départ. Une cérémonie à Lyon, les honneurs républicains à un respect des traditions malgaches à laquelle le président de la République, Anji Radzuil, a assisté. Reportage signé Judical Ranjanirin sur les images de Nzar, Ranjiansu. Tout au long de son trajet à travers la ville, le peuple malgache a rendu hommage au roi Touir. Les voitures se sont arrêtées, certains ont ôté leur chapeau. 128 ans après leur exécution et leur décapitation, les craintes du roi Touir et de ses deux militaires sont enfin de retour à Madagascar. Un moment historique fort et émouvant pour les Malgaches. Le roi Touir a combattu pour la patrie sans jamais reculer face à une force inégale. Il a été honoré spécialement au mausolée dans ce lieu dédié à la mémoire éternelle des héros de la nation, lui et ses militaires. En 2020, lors de l'inauguration du Rouvet de Madagascar rénové, le président Anji Radzuil a déclaré que le crâne du roi Touir devait impérativement être rapatrié. Dans la nuit du 29 au 30 août 1897, durant le massacre perpétré par les colons à Ambik, Ménabé, le roi Touir fut assassiné et sa tête fut emportée en France. Cet acte a laissé une blessure profonde dans l'histoire, dans le cœur de tous les Malgaches, mais surtout au sein du peuple Sakalav et des familles concernées. Le retour de ces crânes dans leur terre natale revêt ainsi une importance capitale. Il symbolise également l'amour de la patrie, qui est le fondement même du développement. Les crânes du roi Touir et de ses soldats prendront la RN7 en direction du sud. Un accueil solennel est prévu pour eux depuis Mianjvaz jusqu'à Ambik, lieu de leur mort et où leurs restes seront officiellement honorés. La cérémonie de signature d'une convention de partenariat pour la création de 3 nouvelles aires marines protégées représentant une superficie totale de plus de 1,5 million d'hectares s'est tenue ce jour au siège du ministère de l'Environnement et du Développement durable à Nansan. Ce projet dénommé GEF6 AMP est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Mervoulat Sferen et Bras Denilson nous en disent plus. En 2014, la superficie des aires marines protégées à Madagascar avoisinait les 800 000 hectares. Lors de la promesse de Sydney, le pays s'était fixé pour objectif de tripler cette superficie. Depuis, un premier accord a été signé le 2 juin 2025 pour l'AMP de Soukar à Sainte-Marie, portant sur 200 000 hectares supplémentaires. Aujourd'hui, 3 nouvelles aires marines protégées viennent s'y ajouter pour un total de 1,5 million d'hectares à Timouvaté dans la région Anjoui, la baie d'Andangil dans les régions Analindirouf et Sava et Tandavanjiv, Nusibe dans la région Diana. Le ministre de l'Environnement, lors de la cérémonie de signature, a rappelé que l'objectif est de permettre aux populations vivant le long des 5000 km de côte malgache de bénéficier directement de la création de ces AMP. Selon le ministre Max Andmirina Fontaine, il ne s'agit pas seulement de protéger des zones marines, mais d'en faire un levier de développement. Le projet GEF6 AMP est un projet de préparation à la mise en aire protégée de plusieurs aires marines protégées à Madagascar. Depuis la promesse de Sydney en 2014 à laquelle Madagascar a adhéré, le gouvernement malagasy fait des efforts pour atteindre cette promesse qui est de tripler la superficie des aires marines protégées. En 2014, Madagascar avait 800 000 hectares d'aires marines protégées. Donc si on fait un calcul simple, pour tripler 800 000, il faut arriver à 2 400 000 hectares. Ce projet, qui est financé par le Global Environmental Facility, nous permet donc d'avoir identifié les aires protégées potentielles, de recueillir les données, de faire les consultations publiques, de faire toutes les études sur les zones clés de biodiversité. Et nous avons identifié 4 aires protégées durant ces études. La première, c'est l'aire protégée de Sorkai, autour de Sainte-Marie. Et il y a ensuite ces 3 aires protégées que nous allons classer et agrandir à Timvatae dans la région Anous et Anjoui, Tandavanjiv dans la région Diana et la baie d'Antongil dans la région Analindirouf et dans la région
ça va. L'ensemble de ces 3 dernières aires protégées fait à peu près 1 500 000 hectares. C'est ces 3 aires protégées dont nous venons de signer la convention cadre de financement. Sorcaille, c'était à peu près 200 000 hectares, donc ça fait 1 700 000 que nous avons signé dans le dernier mois. Si on rajoute aux 800 000, on peut dire que Madagascar a bientôt atteint la promesse de Sydney. Nous allons aussi classer les îles Barren en aires marines protégées. L'objectif, ce n'est pas juste de classer des aires protégées pour classer des aires protégées. L'objectif, c'est de classer ces aires protégées afin qu'elles puissent être réellement protégées, que les ressources naturelles puissent être garanties sur le long terme, mais surtout qu'elles puissent apporter un développement économique et social pour les populations qui habitent aux alentours, surtout pour les populations de pêcheurs qui voient les ressources halieutiques diminuer d'année en année. Et avec une bonne gestion de ces zones, on espère et on exige qu'il y ait une augmentation à nouveau des ressources halieutiques pour les pêcheurs. Dans ce projet, le GEF6 AMP apporte le financement. La Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar agit en tant qu'agence fiduciaire et la Wildlife Conservation Society ou WCS assure la gestion de ces aires protégées marines. Ensuite, le Salon de l'agronomie 2025 a été officiellement ouvert ce jour à l'École supérieure des sciences agronomiques ESA d'Ankatsu. L'événement, qui se poursuivra jusqu'à ce vendredi, constitue une plateforme d'échange réunissant l'ensemble des acteurs autour de la question du développement agricole durable et de la mise en place de systèmes alimentaires pérennes à Madagascar. Les détails toujours avec Mervoulat Sferen et Braz Denilson. Dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 5 septembre, l'ESA Ankatsu se transforme en un lieu de convergence pour les acteurs du monde agricole, de la production et des systèmes de sécurité alimentaire. Le Salon de l'agronomie 2025 ambitionne de promouvoir ces secteurs afin de répondre aux défis actuels et futurs en parfaite cohérence avec la politique et la vision du gouvernement en matière de souveraineté alimentaire. L'objectif partagé est de réduire la dépendance aux importations et bâtir des systèmes alimentaires capables de soutenir l'emploi et l'économie nationale. Pour ce faire, ministères, enseignants, chercheurs, ingénieurs, experts, partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé, mettront à profit leurs compétences et partageront leur expérience avec les étudiants de l'ESA Ankatsu, futurs ingénieurs agronomes. C'est une opportunité majeure pour élargir notre champ d'action dans les pays partenaires de Madagascar au sein de la SADC, dont le président de la République, Andry Rajoelina, assure la présidence de cette organisation régionale. La SADC représente un marché important à exploiter pour améliorer les conditions de vie en milieu rural, accroître la production et renforcer le produit intérieur brut. Durant l'événement, des conférences thématiques permettront de débattre de la transition vers l'agroécologie, de la valorisation des produits locaux, de la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que des enjeux liés à la souveraineté alimentaire et à la nutrition. Des innovations technologiques seront également présentées pour appuyer les agriculteurs et les petites entreprises. Le programme national FIARIN, initiative présidentielle destinée à soutenir l'entrepreneuriat, figure parmi les partenaires majeurs du salon. Un stand lui sera consacré, offrant aux porteurs de projets la possibilité de bénéficier d'un accompagnement technique et financier. Le salon de l'agronomie s'achèvera ce vendredi avec la sortie officielle de la promotion rénale et l'accueil de la promotion entrante. En santé, l'Alzheimer, cette maladie qui efface peu à peu la mémoire, bouleverse la vie au sein des familles. Aujourd'hui, près de 55 millions de personnes dans le monde en sont atteintes. Pour Madagascar en particulier, les estimations de l'Institute of Health Metrics and Evaluation prévoient qu'en 2050, environ 160 000 personnes pourraient être par cette maladie incurable. Rodzo Christelle raconte malade sur les images de Yves Janel. Ici, au centre Massanjumudi à Fenoumanan, sont accueillies les personnes atteintes d'Alzheimer. Du mardi au samedi, elles viennent profiter des jeux, d'activités ludiques et de divertissements adaptés. Car s'occuper d'un malade atteint d'Alzheimer n'est pas chose facile, cela demande beaucoup d'amour et de patience. Joéline, dont le père était atteint d'Alzheimer, témoigne. Selon elle, les premiers signes étaient apparus à travers le comportement de son père après la perte de son enfant.
Aujourd'hui décédé, il avait dû être suivi de très près. Ce n'était pas facile à vivre, raconte-t-elle. Il fallait un accompagnement constant pour pouvoir accepter la situation et s'occuper correctement de mon père, a-t-elle déclaré. La maladie d'Alzheimer reste encore méconnue par une grande partie de la population. Pourtant, il existe 10 signes d'alerte à surveiller: perte de mémoire, difficulté à effectuer des gestes familiers, troubles du langage, répétitions fréquentes, baisse de la capacité de jugement, oubli des activités récentes, changement d'humeur et de comportement, confusion dans la reconnaissance des lieux et des visages, isolement social ou encore objets rangés dans des endroits inappropriés. À ce jour, aucun traitement curatif n'existe. Les familles des patients, tout comme le centre Massoin Djoumoudi, demandent un renforcement de la sensibilisation autour de la maladie d'Alzheimer, car certaines personnes atteintes sont rejetées ou marginalisées par la société. En ce mois dédié aux malades d'Alzheimer, de nombreuses activités sont organisées par Massoin Djoumoudi pour informer et soutenir les familles. Réduire les cas de violence basés sur le genre ou VBG, améliorer la connaissance de tout un chacun sur leurs droits, les lois, ainsi que sur les différentes formes de violence existantes. Tels sont les objectifs de la FSA, le réseau de femmes samaritaines. Selon leur déclaration aujourd'hui, leur projet actuel se concentre sur l'éducation, la sensibilisation et l'information. Elles interviennent dans 3 régions de Madagascar, à savoir Analamang, Alochamangour et Antinanan. Anna Martina et Sech, Anjianab. La participation à la réduction des violences basées sur le genre, ou VBG, est l'objectif principal de la FSA, le réseau de femmes samaritaines. Plusieurs actions sont menées dans ce cadre, y compris cet atelier organisé aujourd'hui à Tanaren. Tous les acteurs concernés y étaient présents, dont les représentants du ministère de la Santé, du ministère de la Population, les forces de l'ordre, ainsi que les animateurs communautaires et les chefs de Fukuntin de la région Analamang. L'atelier a porté sur les informations à fournir aux victimes de violences ainsi que les types de violences existants. Outre la région Analamang, le projet s'étendra à 2 autres régions, Alochamangour et Atsinanan, selon les explications. Une évaluation et une enquête sur terrain seront également menées par le réseau afin d'identifier les formes de violence les plus fréquentes au sein de la communauté. Et près de 1000 élèves des classes de 7e et de 3e issus de cette EPP et CEG de la commune d'Ambouy-Manamboul ont bénéficié aujourd'hui d'une distribution de fournitures scolaires organisée par l'association Mitiassou, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des actions annuelles de l'association au sein de la commune d'Ambouy-Manamboul. Roudzoukrissel Rakout Malal et Yves Janel. Au CEG d'Ambouibatou, commune d'Ambouy-Manamboul, les 1000 élèves provenant de 7 établissements EPP et CEG de la localité se sont rassemblés pour recevoir des fournitures scolaires. Comme chaque année, l'association Mitiassou est à l'origine de cette action solidaire. L'association soutient constamment les élèves de la ZAP d'Ambouy-Manamboul, a affirmé le chef ZAP. Ce genre de solidarité est essentiel, surtout en ce début d'année scolaire, a-t-elle rajouté. Les parents d'élèves, pour leur part, ont souligné que ce don arrive à point nommé, car beaucoup d'entre eux n'avaient pas encore pu acheter les fournitures scolaires pour cette rentrée. Les élèves présents ont également été encouragés dans leurs études et à préserver, car selon le président fondateur de l'association, l'éducation est la base du progrès. En plus des élèves, une aide spéciale a été accordée aux parents les plus démunis issus des Difouktans de la commune d'Ambouy-Manamboul. Depuis 2019, l'association Mitiassou mène diverses actions sociales, notamment la distribution d'engrais, l'installation de lampadaires, la construction de ponts et la forage de puits au profit de la population d'Ambouy-Manamboul.
Dans un tout autre sujet, la Lane Dizain, joueur du CFFA Andouaran Foot, rejoindra le club algérien Paradou Athletic Club grâce à ses performances remarquées lors du CHAN 2024. Le contrat entre les deux clubs a été conclu hier. Par ailleurs, grâce aux efforts constants du CFFA dont les joueurs brillent au sein de l'équipe nationale barrée, la commune d'Andouaran Foot et le club CFFA bénéficieront d'un appui du président de la République pour l'aménagement des gradins de son stade à Yavlou. La pose de la première pierre est prévue ce 10 septembre. Reportage sur les images de Anzar Razonarveil. La signature du contrat entre le club du CFFA Andouaran Foot et le club algérien Paradou Athletic Club, qui accueillera le joueur, la Lane, dit Zain, a été officiellement finalisée hier. Zain, joueur du CFFA, s'est démarqué lors du dernier CHAN 2024. Le président du CFFA a confirmé officiellement aujourd'hui cette nouvelle. La commune d'Andouaran Foot continue de valoriser le domaine du sport pour apporter du développement. Plusieurs joueurs formés localement ont déjà poursuivi leur carrière dans des clubs à l'étranger. Ces efforts du CFFA ont permis d'obtenir des infrastructures comme le stade CFFA 6 à Yavlou et grâce aux performances des joueurs lors du CHAN 2024, la commune ainsi que le club bénéficieront encore d'un soutien pour la construction de gradins, de vestiaires et de clôtures autour du stade. La pose de la première pierre pour la construction des gradins est prévue pour ce 10 septembre en présence du président de la République, Andji Razoueln, à partir de 9h selon les informations. Ensuite, l'équipe de Rapid Service dans le groupe C se démarque dans ce tournoi Viva Football Inter-Entreprise, bien que ce soit sa première participation. En effet, elle s'est déjà imposée brillamment dans son groupe en remportant 3 victoires en phase éliminatoire. Dans le groupe D, ce sont Someto et Somadis qui terminent aux 2 premières places. Reportage de Anzar Razonaville. Concernant les résultats et les classements des groupes C et D dans le tournoi inter-entreprise organisé par Viva, dans le groupe C, Rapid Service vêtu de blanc a affronté Tsar Entreprise. Rapid Service s'est immédiatement démarqué dans cette phase éliminatoire. En effet, elle a remporté ce match sur un score de 4-0. Lors de son deuxième match, Rapid Service a battu Value IT sur le score de 3-1 et lors du troisième match, l'équipe s'est imposée par 2-0 face à Injet. Voici les autres résultats du groupe C. Value IT a gagné par 3-0 contre Injet. Tsar Entreprise s'est imposé 3-1 contre Injet et Value IT a également battu Tsar Entreprise par 2-0. Concernant le classement dans ce groupe C, grâce à ces 3 victoires, Rapid Service occupe la première place avec 9 points, Value IT suit en deuxième position avec 6 points, Tsar Entreprise est troisième avec 3 points et le dernier dans le groupe est Injet. Dans le groupe D, Someto, également vêtu de blanc, est en tête du classement. Ils ont battu Madafood sur le score de 1-0, un but inscrit durant la première mi-temps. En raison de l'absence de l'entreprise, la Ménard, durant la phase éliminatoire, seules 3 équipes sont en compétition dans ce groupe D. Autre résultat dans ce groupe, Madafood a été battu par Somadis 1-0, Someto a de nouveau gagné 1-0 contre Madafood et lors de la rencontre entre Somadis et Someto, c'est Someto qui l'a emporté par 2-1. Ainsi, Someto prend la tête du groupe D avec 6 points, suivi de Somadis avec 3 points et enfin Madafood. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, le séisme en Afghanistan pourrait avoir affecté des centaines de milliers de personnes, a alerté l'ONU mardi, disant s'attendre à une augmentation exponentielle du nombre de tués ou de blessés. Reportage sur les images de France 24. C'est un ballet de brancard qui se déroule à l'aéroport de Jalalabad. Rapidement, il faut transporter les blessés élytreillés. Direction l'hôpital. Dans des chambres surchargées, les secours font ce qu'ils peuvent pour prendre en charge les victimes. Parmi elles, beaucoup d'enfants. Vous voyez comment il est? C'est horrible. Le séisme a été si meurtrier. Je veux juste que les docteurs le soignent, qu'ils le remettent sur pied. Tout
Toute la journée, les hélicoptères se relaient pour évacuer les blessés des zones rurales de la province de Kunar, à l'est de l'Afghanistan. C'est une course contre la montre dans ces villages décimés. Nous avons évacué près de 200 blessés par hélicoptère vers l'hôpital de Jalalabad. Mais il y a encore 300 à 350 personnes sous les décombres. Les secours afghans débordés, car contrairement au séisme de 2023, les talibans ne peuvent plus compter sur le financement de l'agence USAID, démantelée par Donald Trump. Beaucoup d'ONG, soumises aux règles strictes des islamistes au pouvoir, ont également décidé de quitter le pays ces derniers mois. Il y a plus de 400 centres de santé qui ont fermé depuis le début 2025 avec la coupe de l'aide américaine en Afghanistan, la baisse de l'aide humanitaire. Il faut savoir qu'il y avait déjà la moitié des 40 millions d'Afghans et d'Afghanes qui avaient besoin d'aide humanitaire avant ce séisme. On était déjà dans une situation humanitaire catastrophique avant le tremblement de terre. Donc là, aujourd'hui, on essaye de se coordonner, de porter secours, mais la situation est compliquée. Face à la situation, les talibans ont été contraints d'en appeler à l'aide de la communauté internationale. Ensuite, en Espagne, après un été marqué par une vague de chaleur et des incendies historiques, le Premier ministre espagnol a appelé lundi 1er septembre à l'unité nationale face à l'urgence climatique. France 24. Les incendies sont maîtrisés, mais c'est maintenant l'opinion publique qui s'embrase en Espagne. Plus de 350 000 hectares de végétation sont partis en fumée au mois d'août. Dans plusieurs villes du pays, les habitants sont en colère. Il est nécessaire de mettre en place un service public de lutte contre les incendies de forêt qui fonctionne toute l'année avec un personnel suffisant et un budget alloué davantage à la prévention qu'à l'extinction. L'ouest du pays a été fortement impacté. Des zones rurales où les flammes ont progressé à une vitesse record. Dans les villages, certains ont tout perdu, comme cette habitante. Sa maison familiale est partie en fumée. Ce bruit assourdissant. On ne voyait pas le feu. Il n'y avait que de la fumée. 4 personnes sont décédées, dont 3 pompiers. L'Espagne manque de bras. Le pays compte près de 39 000 soldats du feu. C'est 12 000 de moins que la France, pour une superficie similaire. Et la Chine et la Russie sont engagées dans une épreuve de force avec l'Occident et les États-Unis à Tijen. Vladimir Poutine, malgré sa rencontre avec Donald Trump en Alaska, le 15 août, n'a donné aucun signe de vouloir céder aux pressions du président américain pour une résolution du conflit en Ukraine. Reportage est signé France 24. Main dans la main, Vladimir Poutine et Narendra Modi se dirigent droit vers leur hôte du jour, le président chinois Xi Jinping. Entourés de leurs traducteurs, ils échangent quelques mots, quelques rires, symbole d'une complicité, du moins affichée. Pour Xi Jinping, c'est l'occasion de montrer un monde multipolaire en construction. Je souhaite proposer l'initiative pour la gouvernance mondiale. Je me réjouis de travailler avec tous les pays pour mettre en place un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable et progresser vers une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. Alors que les États-Unis exacerbent les tensions commerciales, Pékin veut se montrer en alternative fiable. La présence de Narendra Modi au sommet de l'OSS pour la première fois depuis 7 ans est un signe fort. Un rapprochement stratégique, car la Chine et l'Inde restent rivaux en Asie. Une défiance mutuelle symbolisée par des récentes tensions frontalières. Mais New Delhi, frappé par des taxes douanières américaines à hauteur de 50%, veut montrer à Washington qu'il existe des alternatives. L'Organisation de coopération de Shanghai peut devenir le phare du multilatéralisme et d'un ordre mondial inclusif. Quant à la Russie, asphyxiée par des sanctions occidentales, elle n'a pas d'autre choix que de renforcer sa dépendance à Pékin. Pendant ce temps, Xi Jinping se prépare pour son prochain événement majeur, une grande parade militaire ce mercredi à Pékin pour commémorer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Seront présents Vladimir Poutine ou encore Kim Jong-un et un message, Pékin, capitale du nouvel ordre mondial non occidental. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.